J. C'est l'heure donc de Bon Voyage, bien sûr. Hélène Schumann, Oui. Bon Voyage. Bon voyage. Avec Laurent Ganassia. Absolument. Bonjour à tous les deux et bonne année. Bien sûr, nous avions notre joli générique écossais. Ce sera pour la Vous prochaine allez la voir fois. tout de suite, regardez, il suffit oui, d'appuyer là. merci. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Ça vous plaît, vous vous sentez mieux Hélène avec l'indicatif? Ah, c'est complètement autre chose pour moi. C'est tellement beau, Laurent, n'est-ce pas? Malgré la situation, comme on l'entendait dans le journal de Steve Nadjar, qui ne s'améliore pas en Israël, Laurent. On les écoute en direct, donc apparemment il y a peut-être un renforcement du confinement, mais en tout cas l'élément le plus positif, c'est évidemment cette vaccination qui tient de l'ordre quasiment du miracle, ou en tout cas de la dextérité absolument incroyable des autorités sur place, et qui fait que au jour d'aujourd'hui vous avez quasiment 14% de la population, un peu plus je crois, israélienne qui est vaccinée. On parle de vraisemblablement le premier pays qui réussira à atteindre, on va dire, un taux significatif pour une vaccination optimale pour l'ensemble de la population. Et d'un point de vue purement touristique, ça nous ouvre des perspectives, puisqu'on parle d'ores et déjà, mais évidemment au conditionnel, avec des paramètres qui seront évidemment à respecter, de l'ouverture des frontières peut-être au printemps prochain, c'est-à-dire après les fêtes de Pessah, de Pâques, peut-être en avril ou mai prochain, ce qui est déjà une bonne chose. On va en reparler tout de suite après. Notre invité qui est en ligne, c'est Patrick Arfi. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Ilana. Alors, vous êtes éditeur des éditions Cosmopole et vous publiez bien une collection de dictionnaires insolites qui sont à la fois sur les villes, les pays, mais surtout vous êtes avec nous pour parler de cette incroyable vaccination en Israël. Je crois que vous avez été vacciné hier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Patrick ? Oui, effectivement, je réside en Israël, bien que je sois éditeur en France. Oui, alors, comme j'appartiens à une catégorie de population au-delà des 65 ans, pas beaucoup au-delà, mais enfin un petit peu pas trop, au-delà. Oui. Pas trop, encore jeune, comme on dit. Oui. J'ai été invité par ma caisse de santé, la mutuelle de santé, Copatrolib, à prendre un rendez-vous pour être vacciné. Oui. Donc ça se fait très simplement, c'est loin d'être un miracle, comme le disait Laurent Ganassia il y a quelques minutes. C'est une organisation extrêmement poussée qui a été mise en place depuis le mois de septembre. Mm-hmm. Parce qu'ici, ils ont préparé la chose. On savait que les vaccins sortiraient avant la fin de l'année 2020. Et donc le gouvernement, l'administration israélienne a mis en place tout un système pour faciliter et pour bien organiser la vaccination. Donc depuis 15 jours, des vagues d'Israéliens vont se faire vacciner. On est à 1 400 000 personnes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça va très vite, ça marche très bien. Donc on a un rendez-vous qui est fixé par la caisse de maladie que l'on a. Oui. C'est un acte volontaire, donc on appelle la caisse de maladie pour prendre un rendez-vous. Le rendez-vous est donné dans des délais assez courts, et puis on y va. Et puis sur place, il y a beaucoup de monde, bien sûr, puisque les Israéliens le font en masse. Et on passe par 10 personnes, par 10 ou 12 personnes selon les caisses. On est vacciné dans des kiosques séparés par des infirmiers. Et voilà, ça se fait de façon très, 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 très agréable, très consensuelle. Le personnel soignant est extrêmement aimable. Et on peut que saluer l'efficacité. Oui. Alors voilà, vous disiez que vous étiez très joyeux, très gai, et que ça se passait dans une ambiance très allègre. Très bon enfant. Ça se passe dans une ambiance très bon enfant. Les gens sont là. Bon, le public est très varié, bien sûr. Il y a des personnes âgées, très âgées même souvent, qui viennent avec leur accompagnant médical. Mais une population de notre génération qui est là, qui attend patiemment. Ça se passe assez vite, puisque le rendez-vous est strict. Ça se passe assez vite. Les gens se parlent entre eux. L'ambiance est très agréable. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'ambiance est très mixte, si vous voulez, parce qu'on rencontre là des Éthiopiens, des Russes, beaucoup d'Arabes, des religieux. Enfin, donc c'est une ambiance de grande mixité, et c'est très agréable. À ça, les gens sont patients, les gens se parlent entre eux, les gens s'assoient à côté, et les gens plaisantent ensemble. Voilà. Alors Patrick Arfi, j'aurais voulu avoir également votre avis sur, entre guillemets, le jour d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'Israël aura atteint l'immunité collective, on parle peut-être du mois de mars ou avril, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les
touristes, d'après vous, pourront rentrer sans condition? Est-ce qu'il faudra malgré tout présenter un genre de passeport vert ou une attestation? Est-ce que le bidoude, l'isolement sera complètement annulé? Comment ça va se passer concrètement, d'après vous? On ne sait pas très bien. Même ici, le gouvernement n'a pas encore pris de décision très claire. Ce qui est certain déjà, c'est que toutes les personnes qui ont été vaccinées, qui ont suivi la double vaccination, parce qu'il y a un rappel qui a lieu 3 semaines après, auront un certificat. Alors ce sera soit un certificat de vaccination, soit ce fameux passeport vert dont on parle, qui peut être électronique d'ailleurs, qui sera sur son portable. Et à partir de là, ceux qui l'auront pourront se déplacer librement, pourront aller au théâtre, pourront aller au cinéma, pourront aller au restaurant, pourront voyager à l'intérieur du pays. Il faut attendre que ce passeport ou certificat soit homologué par l'ensemble des autres pays du monde. Vous êtes favorable à ce passeport, Patrick Arfi, vous? Bien sûr, on pourra vivre normalement, ici en tout cas. Ici en Israël, les restaurants pourront réouvrir. Il y a quelques mois, quand l'épidémie avait un creux, pour aller au restaurant, par exemple, il fallait donner son identité, son numéro d'identité, son numéro de carte d'identité et son numéro de téléphone. Il fallait se faire enregistrer. Là, maintenant, on ira au restaurant en présentant son passeport électronique. Et quelles seront, d'après vous, les exigences, malgré tout, de l'État d'Israël au mois de mars ou avril pour accepter les étrangers? On ne sait pas encore. Je pense qu'ils vont ils vont ouvrir les frontières, c'est sûr, parce que le secteur du tourisme est très important et il souffre énormément. Donc ils ouvriront puisqu'on ne craindra plus l'épidémie locale, puisque les gens seront pratiquement tous vaccinés. Donc on ne la craindra plus, mais on demandera tout de même à ce que les gens qui rentrent en Israël aient au moins un test négatif, au moins. On ne sait pas très bien comment les choses vont s'organiser après le mois de mars pour le tourisme, pour le reste du monde, pour l'ouverture. Patrick, comment vous pouvez expliquer la simplicité de cette vaccination en Israël et surtout sa réussite alors que tous les pays sont en retard? Israël est cité, Laurent l'a dit tout à l'heure, par tous les médias. Oui, c'est une question d'organisation. Je vous le dis, dès le mois de septembre, l'administration sanitaire en particulier, a pris ça au sérieux. Donc on a commencé à organiser des filières, on a commencé à trouver des endroits. Moi, par exemple, j'étais vacciné dans le préau d'une école. D'accord. Donc on a ouvert des centres partout dans le pays. On a dressé des tentes sur certaines grandes places, comme sur la place Rabin à Tel Aviv, par exemple. Wow. Donc on a dressé, le personnel médical a été mobilisé. On n'a pas lésiné sur les moyens, puisque même on peut se faire vacciner, les non religieux bien sûr. Le samedi, il n'est pas question de jours de congé, etc. Donc le personnel médical a été mobilisé, et puis l'administration a joué son rôle, a organisé tout ça, la logistique a été mise en place de façon très efficace. Avec le concours de l'armée, c'est ça? Le concours de l'armée, il n'est pas très si important que ça. Il va monter en puissance, puisqu'on parle de la mobiliser dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, c'est uniquement les caisses maladies, les 4 caisses maladies qui gèrent le système de santé en Israël, qui ont organisé ça de façon remarquable. Il n'y a pas d'autre mot. Laurent, oui, je voulais juste demander en ce qui concerne les tendances anti-vaccins. Je crois qu'elles sont très marginales en Israël, contrairement aux pays européens. Elles sont très marginales parce que d'abord, tout le corps médical a donné l'exemple. Tout le corps médical, aucun médecin ici, ou pratiquement aucun, ne s'est élevé contre le vaccin. Personne dans la classe politique n'a émis le moindre doute. Et puis surtout, tous nos dirigeants se sont fait vacciner. Le Premier ministre, président et tous les autres ministres, Netanyahou en tête, comme on l'a vu aux informations. Donc tout le monde y a été et l'exemple a été utile, a servi. Alors Patrick Arfi, avant qu'on se sépare de vous, c'est gentil d'avoir éclairé finalement notre chemin obscur ici en France. Vous disiez hors antenne qu'il y avait une ambiance de légèreté malgré tout en Israël incroyable. Oui, parce que les gens espèrent voir le bout du tunnel. On escompte voir enfin la fin de cette épidémie, en tout cas localement, et une espèce de reprise de vie régulière, où on puisse aller rencontrer ses amis, sortir tranquillement, se promener dans les villes, aller au restaurant, s'asseoir sur une terrasse de café, etc. Donc les gens attendent avec impatiemment les quelques semaines à venir pour retrouver cette liberté. Bien sûr, Patrick, juste un mot pour terminer. Vous êtes vacciné hier, comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien, il n'y a aucun problème. J'ai eu un petit vertige. Ah bon 2 heures, mais très très léger, qui a duré. Ne nous faites pas peur, hein. Et un petit vertige. Non, mais c'est normal, si vous voulez, c'est normal, c'est la réaction. Ça veut dire que le corps réagit, c'est tout à fait normal. Un vertige qui a duré 10 minutes sans aucune conséquence. 10 minutes, c'est beaucoup, hein. Je me suis même pas assis, j'ai simplement eu un petit
malaise dans la tête, mais rien de vraiment significatif. Et puis depuis, ça va. Puis c'est fini. Et puis maintenant, j'attends ma deuxième dose dans 3 semaines. Voilà. Le rendez-vous est déjà pris. Bon, bah écoutez. Le deuxième vertige, comme nous dit Philippe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Et bien, on se retrouve peut-être, Laurent, le mois prochain avec Patrick. Il nous racontera l'évolution de tout ça. Les conséquences du deuxième vaccin. Et puis bon courage pour vos guides, Patrick. On sait que vous en faites des très beaux. Et notamment, il y en a sur Israël. Et on espère que vous viendrez nous en parler. Enfin, là, le marché est assez mobile quand même en ce moment. Merci beaucoup. Au revoir, Patrick. Avec plaisir. Laurent, on revient vers vous sur la situation en Israël. Absolument. Alors absolument, le ministère du Tourisme a résumé un petit peu tout ce qui s'est passé pendant l'année 2000, même si on connaît maintenant les chiffres et on pense plutôt perspective de 2021. Je voulais parler évidemment de l'année 2020, puisqu'il y a quand même eu une baisse drastique. Il faut quand même savoir au niveau du tourisme mondial que dès les premiers mois, il y a eu une chute, par exemple, entre janvier et mars 2020 de 97% du tourisme mondial. En Israël, on a baissé à peu près de 80%, ce qui est quand même énorme, parce que nous avions enchaîné 2 années records et que les quelques 100 000 touristes qui sont venus en Israël cette année étaient surtout des visiteurs, on va dire, pas vraiment des touristes qui sont partis pour découvrir le pays. Et donc le ministère du Tourisme, avec d'autres autorités et d'autres aides, a mis en place donc un plan d'urgence d'aide, d'abord pour une reprise marketing pendant l'année 2021, avec également une subvention de 300 millions de nouveaux shekels pour les hôteliers, pour l'ouverture anticipée de bed and breakfast, les fameuses tsimerim qu'on retrouve par exemple en Galilée ou dans le Negev, un programme de tournée également avec des guides agréés, et puis des visites gratuites, des programmes comme par exemple des visites gratuites de réserves naturelles, des parcs nationaux et des villes également, en collaboration avec l'autorité israélienne de la nature et des parcs. Vous savez qu'elle est très importante, c'est un petit peu le fleuron et cette perspective biblique qui avait été reprise par Ben Gurion de vouloir transformer le désert en jardin. Eh bien, c'est un petit peu l'emblème aujourd'hui de cette association, cette autorité israélienne de la nature et des parcs, et qui, avec une subvention du ministère du Tourisme et du gouvernement, va proposer d'abord aux touristes de leur donner du travail en attendant la reprise du trafic aérien, et de permettre également à des Israéliens de se replonger un petit peu dans cette découverte naturelle de ces parcs dans le nord, dans le désert du Negev, autour de la mer Morte, à Eilat. Inutile de vous dire que vous avez des spectacles de paysages et de panoramas absolument sublime. Le ministère du Tourisme a alloué 10 millions de shekels quand même pour financer donc ce projet. Oui, vous parliez de paysages animaliers aussi. Je pense à Hulda, où on peut voir les oiseaux. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais, vous savez combien de millions d'espèces lors de ces safaris, on va dire volatiles, se passent donc dans le ciel d'Israël. Vous avez 500 millions d'espèces. Il faut rappeler que 2 fois par an, Israël est en fait le théâtre de ce safari d'oiseaux migrateurs entre l'Afrique et l'Europe. Et 2 fois l'an, vous avez justement, pendant quelques jours, pas loin de 500 millions d'espèces, enfin 500 millions de volatiles dans le ciel de la Galilée. Ça va parfois jusqu'à Eilat également. Vous avez un festival de birdwatching et vous avez des animateurs et des amateurs du monde entier qui viennent justement assister à ces ballets aériens absolument magiques et assez insolites dans le ciel d'Israël. Et vous faites bien de le mentionner, Hélène, parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Israël est aujourd'hui une destination qui attire les touristes du monde entier. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il y a Timna aussi, le parc à côté d'Eilat. Exactement. Il y a le désert du Negev. Tout à fait. Vous parliez de Ben Gurion. Il faut absolument aller voir la tombe de Ben Gurion où il est enterré avec sa femme, Paula Sde-Boker. Dans l'ancien kibbutz où il a vécu, où il a passé sa retraite. Et sa maison. Et sa maison, absolument. Sa maison ancestrale est tellement symbolique. Lui qui justement voulait vaincre le désert. Il faut quand même rappeler que Israël, avec les déserts de Judée, de Samarie, du Negev et de la Harava, c'est quasiment 60% du territoire israélien sur les 22 000 km² que compte l'État. Alors c'est vrai que certaines personnes veulent vaincre le désert entre guillemets, mais c'est vrai que parallèlement on a envie aussi de le préserver. On aime beaucoup ces paysages magiques, et c'est vrai que ça donne une respiration donc à l'œil absolument magnifique. Surtout que en Israël, contrairement à d'autres pays qui disposent aussi de déserts magnifiques, vous êtes seulement à
j'exagère si je dis quelques mètres, mais quelques kilomètres seulement de ce paysage. Vous sortez de Jérusalem, vous en avez pour 5 minutes de route et là vous avez un désert magnifique. Oui, où on trouve cela, c'est assez sur le fascinant. désert, je pensais aussi à Beersheba, il y a cette université incroyable, exactement. L'université Ben Gurion. Oui, on est arrivé quand même à des miracles presque. Mais complètement, parce que Beersheba, il faut rappeler que c'est la 4e ville du pays. C'est vrai que c'est pas une ville forcément très touristique, mais elle a le mérite quand même au niveau social et surtout au niveau universitaire de présenter quand même une richesse qui est un petit peu à l'image de ce pays qui prend ses racines dans le passé biblique, mais qui est également résolument tourné vers l'avenir. Ouais. Et Beersheba, je crois que c'est quand même un symbole. Il me semble, Hélène, que pendant quelques temps, vous représentiez l'université de Beersheba. Vous étiez très à même en France de donner des informations et des conseils pour ceux qui souhaiter étudier et aider l'université de Beersheba, n'est-ce pas ? C'est une très belle université et c'est vrai que je conseille aux étudiants qui ont l'âme de pionniers d'y aller parce que, comme vous dites, Laurent, c'est à une coudée du désert. Absolument. Elle est plantée dans le désert et c'est vraiment magnifique. Oui, Beersheba, il faut un petit peu solliciter cette ville tout à fait. qui est assez bien. D'ailleurs, elle est formidable, cette ville. Moi, je trouve. Eh bien, on essaiera de faire un petit tour la prochaine fois lors d'un voyage d'études touristiques pour pouvoir en parler un peu mieux. Je voulais juste également mentionner la solidarité avec les guides touristiques qui se portent volontaires, toujours avec les suggestions du ministère du Tourisme, pour donner des conférences dans les maisons de retraite. Voilà, puisque en ce moment, donc, il n'y a pas forcément énormément de travail. Donc, la division de la formation professionnelle du ministère du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Travail, a rejoint justement ce projet en décembre, où des guides touristiques se portent volontaires pour donner des conférences dans des maisons de retraite à travers tout le pays, pour justement apporter, on va dire, quelques évasions aux personnes âgées et confinées depuis longtemps et assez assoiffées de contenu de qualité. C'est bien, Laurent. Alors justement, il y a un festival quand même de musique liturgique qui est à Nazareth. Alors c'est sous quelle forme? Alors voilà, Laurent ? je voulais vous en parler parce que c'est un petit coup de cœur que j'ai eu. J'ai eu l'occasion d'en parler avec certains journalistes au mois de décembre. Alors Nazareth, on ne présente plus Nazareth, surtout pour nos amis auditeurs chrétiens qui nous écoutent. Nazareth qui est l'une des grandes villes de la Galilée, qui est la ville où a vécu la famille de Jésus et où l'archange Gabriel a appris à Marie qu'elle serait la mère de Jésus, avec l'église de l'Annonciation qui est connue et visitée par des pèlerins et des voyageurs du monde entier. Alors à Nazareth a lieu chaque année, maintenant c'est le 2e festival de musique liturgique, donc au mois de décembre. Alors cet événement, elle est née de l'idée originale et très bienveillante et généreuse donc d'un pianiste et éducateur donc de Nazareth qui s'appelle Nabil Aboud Ashkar, qui a 44 ans et qui dirige une association de musique classique occidentale qui s'appelle Polyphony Association for Musical Education, donc tout un programme. Alors je lui laisse la parole si vous voulez, je le cite, il déclare pour présenter un petit peu ce festival: depuis la création de Polyphony Education, je rêve du moment où cette association serait prête à produire un festival de musique liturgique. J'ai envisagé un festival qui contribue de manière significative à la scène artistique et culturelle globale d'Israël et qui fait progresser la mission de Polyphonie en utilisant l'importance religieuse et historique unique de la ville de Nazareth. Alors chaque année, vous avez donc des étudiants, des professionnels, des musiciens qui viennent parfois de l'étranger, mais surtout d'Israël et de toutes les communautés, et qui se produisent donc dans des musiques liturgiques, des concerts, des spectacles dans les différents endroits donc de Nazareth et des alentours, dans des églises, dans des centres culturels, dans des cafés, et les touristes évidemment. Cette année, ça s'est surtout passé par programme Zoom, mais sinon les touristes sont évidemment, les mélomanes, les amateurs donc de musique classique et liturgique sont invités donc à participer à ce festival. Cette année par exemple a été proposé Orphée et Eurydice, également Stabat Mater donc de Père Golesi, également toute une série donc de concerts de oud. Qui est de plus en plus populaire aussi bien en Israël qu'en Europe. Et si vous voulez avoir justement plus d'informations, retrouver éventuellement le programme avec peut-être la possibilité par Zoom de retrouver certaines représentations, vous pouvez aller sur le site Liturgical Nazareth, tout simplement, où vous mettez Festival Musique Liturgique de Nazareth sur Google, vous allez tout de suite le retrouver. Et là, vous aurez 2 informations en hébreu et en anglais. Et surtout, vous pourrez en savoir plus si vous
voulez d'ores et déjà vous intéresser et peut-être effectuer un voyage l'année prochaine ou dans le cadre d'un voyage en Israël et en Galilée, participer justement à ce festival de musique de Nazareth dans cette ville emblématique et cette région de Galilée ô combien symbolique. Puis on a tellement tendance à dire que la musique adoucit les mœurs. Pourquoi s'en priver ? Et pas que la musique. Vous savez que c'est à Nazareth qu'on mange le meilleur houmous, Laurent. Alors, j'ai entendu cela, Oui. effectivement. J'ai entendu cela, ouais. Il y a des Le gens qui houmous, viennent ouais. de Tel Aviv Ouais, exactement. pour justement profiter de ce houmous incroyable que j'ai eu la chance de goûter. Et c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir Merci été à avec vous, nous. On Hélène. se retrouve le mois prochain pour un Avec bon grand plaisir. voyage. Et bonne année encore une fois, Merci, meilleurs vœux. Laurent. Je veux bien partir depuis